Bienvenue pour cette exploration dans les sources qui nous ont été confiées. Aujourd'hui, on s'attaque aux idées d'un livre qui bouscule pas mal de certitudes. Oui, un livre assez fort. C'est La planète des hommes, réenchanter le risque, de Gérald Bronner. Et l'objectif, c'est vraiment de décortiquer une idéologie très contemporaine et assez déroutante, en fait. Une sorte de haine de soi de l'humanité. Mhm. Et pour bien se mettre dans le bain, il y a une anecdote, une image que l'auteur rapporte, et elle est très parlante. Il tombe sur un graffiti en Lorraine, une phrase qui retrace l'évolution humaine. D'accord. Ça commence de façon très classique, hein, un être simiesque, puis l'homo erectus, un homo sapiens un peu arrogant qui se la pète un peu. Et là, ça dérape. L'étape suivante, c'est l'homme moderne, en surpoids, avec un sac McDonald's. Ah oui, le cliché. Humain, né récemment. C'est violent. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas juste une caricature un peu facile. Bronner y voit le symptôme d'une idéologie qu'il nomme l'anthropophobie. L'anthropophobie, le mot est fort. C'est-à-dire la peur, l'aversion pour l'humain lui-même. C'est ça, exactement. L'idée que l'espèce humaine se serait en quelque sorte corrompue, qu'elle serait devenue une sorte de cancer pour la planète, et que, au fond, sa disparition serait presque une bonne nouvelle. Et ça, ce ne sont pas que des graffitis, j'imagine. Ah non, pas du tout. Le livre cite des réactions sur les réseaux sociaux après l'annonce de la disparition des pumas de l'Est américain. Et les commentaires fusent, genre « Bravo les humains », ironique bien sûr. Un autre qui dit qu'on sera les prochains et ça récolte des dizaines de likes. C'est glaçant. Et ça va même plus loin, jusqu'à cette question « À quand la disparition des cons d'humains ?» Et quelqu'un répond comme une évidence « Malheureusement ». Il y a une sorte de jubilation morbide à l'idée de notre propre fin. C'est ça que l'analyse cherche à comprendre. D'accord, je vois. Cette idée d'une humanité coupable, d'une fin du monde qu'on aurait bien cherchée, ça ne sort pas de nulle part. Si on remonte un peu le fil, d'où ça vient cette fascination pour l'apocalypse? Eh ben, c'est une très très vieille histoire, mais qui a radicalement changé de sens. Pendant des siècles, l'apocalypse, c'était une bonne nouvelle. Ah bon, c'est contre-intuitif, ça. Oui. Dans les grands récits religieux monothéistes, la fin des temps, c'est le jugement dernier. C'est le moment où on remet les pendules à l'heure, quoi. C'est le triomphe de la justice, la fin des souffrances pour les élus. D'accord, c'est une fin qui a un sens, une finalité positive. Voilà. Même dans l'hindouisme, le Kali Yuga, qui est l'âge le plus sombre, n'est qu'une étape avant un nouveau cycle, un renouveau. Le point commun de tout ça, c'est que l'histoire humaine, au final, elle se termine bien. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est tout l'inverse. Quand est-ce que ça a basculé? Le grand tournant, c'est le XXe siècle, avec la sécularisation. L'imaginaire de la fin du monde quitte le religieux pour s'installer dans la fiction, surtout au cinéma. Et là, les menaces changent. Complètement. Dans les années 50 à 70, en pleine guerre froide, la peur ultime, c'est la bombe atomique. On a des films comme Le Dernier Rivage. La destruction mutuelle assurée et tout ça? Exactement. Puis, un peu plus tard, après les premières histoires d'OVNI, c'est la peur de l'invasion extraterrestre, la guerre des mondes, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, le coupable vient de l'extérieur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On passe d'une menace extérieure, la bombe, les aliens, à cette idée qu'on est notre propre pire ennemi. Comment ce glissement s'est fait? Progressivement, à la toute fin du XXe siècle, le regard se tourne vers l'intérieur. Le coupable, c'est nous. Et là, deux grands récits émergent. D'abord, l'apocalypse écologique. C'est ça, la nature n'est plus un simple décor, elle devient un personnage actif, une entité qui se venge. On pense à des films comme Le jour d'après ou 2012. Exactement. La nature qu'on a exploitée se retourne contre nous. Et l'autre grand récit, peut-être encore plus révélateur de cette anthropophobie, c'est l'apocalypse technologique. Nos propres créations qui nous anéantissent. C'est ça. Alors on a la version machine, style Terminator, bien sûr, mais le plus fréquent, c'est le virus, la pandémie créée en laboratoire. Dans l'armée des 12 singes, ou la saga Resident Evil, l'humanité est fauchée par un agent pathogène qu'elle a elle-même conçu. Souvent par l'avidité d'une grosse boîte en plus. Voilà, l'humain est un apprenti sorcier, puni par son orgueil. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette nouvelle grille de lecture s'applique même à de vieilles histoires qu'on réadapte. Ah mais c'est le meilleur indicateur. Prenez la planète des singes. Dans les films originaux des années 70, la chute de l'humanité, c'est une cause sociale, une révolte des singes. D'accord. Mais dans le remake de 2011, Les Origines, tout change. L'humanité n'est plus vaincue. Elle est décimée par un virus. Et ce virus, il a été créé par un scientifique bien intentionné qui cherchait un remède à Alzheimer. L'intention était bonne, mais le résultat est catastrophique. La science est dangereuse même quand elle veut faire le bien. C'est un peu ça le message.
C'est exactement ça. Un autre exemple parfait, c'est le film Snowpiercer. L'apocalypse, c'est une nouvelle ère glaciaire. Mais le film prend bien soin de nous dire, dès les premières secondes, que ce n'est pas un phénomène naturel. Non, c'est le résultat d'une tentative ratée de géo-ingénierie pour... Lutter contre le réchauffement climatique. Eh oui, à chaque fois, on retrouve cette même morale. En voulant maîtriser la nature, en jouant avec la technologie, l'homme a signé son propre arrêt de mort. C'est fou de voir comment ces scénarios, qu'on consomme comme du divertissement, finissent par infuser notre vision du monde. À quel moment cette peur, cette méfiance a cessé d'être juste une fiction pour devenir un vrai principe de précaution, presque une philosophie politique? Le moment charnière, c'est 1979. C'est la publication de l'essai du philosophe Hans Donas, Le principe responsabilité. C'est lui qui va donner un cadre théorique, un peu noble, à cette peur. D'accord. Face aux nouvelles technologies de l'époque, comme le génie génétique, dont les conséquences à long terme sont inconnues, Jonas dit qu'il nous faut une nouvelle éthique. Il l'appelle l'heuristique de la peur. L'heuristique de la peur, c'est un nom un peu savant pour dire qu'il faut se fier à sa peur, qu'elle peut nous guider. Précisément, sa maxime est simple et radicale. In dubio pro malo. Dans le doute, imagine le pire. Voilà. Dans le doute, on doit toujours imaginer le pire scénario possible. Et si ce pire scénario est une apocalypse, alors il faut interdire la technologie en question. Peu importe que le risque soit de 1 chance sur 1 milliard, si le risque existe, même infinitésimal, on s'abstient. La peur devient un devoir moral, en fait. Un garde-fou contre notre propre démesure. C'est une formule puissante, ça sonne comme une sagesse absolue. Mais poussé à l'extrême, ça a un côté totalement paralysant, non? C'est exactement là que le bas blesse. Et le livre prend un exemple très concret. Le grand collisionneur de hadrons, le LHC, en Suisse. Le fameux accélérateur de particules? Oui. Au moment de son lancement en 2008, un collectif a tenté de faire interdire le projet en justice. L'argument? Il y avait un risque, théorique et infinitésimal, que l'accélérateur crée un micro-trou noir qui pourrait engloutir la Terre. Un risque apocalyptique, donc. Selon Jonas, il aurait fallu tout arrêter. À la lettre, oui. La quasi-totalité des physiciens disaient que le risque était nul, mais personne ne pouvait prouver avec une certitude absolue que c'était impossible. Donc si on avait appliqué le principe de Jonas, le LHC n'aurait jamais été allumé. Et pas de découverte du boson de Higgs. Et pas de découverte du boson de Higgs, une avancée fondamentale pour notre compréhension de l'univers. Et on retrouve cette logique un peu partout aujourd'hui, dans les débats sur les OGM, sur l'énergie, cette idée que si on ne peut pas prouver l'absence totale de risque, il faut tout bloquer. C'est devenu un réflexe. Mais au-delà de ce risque de paralysie, l'analyse de Bronner pointe une erreur beaucoup plus profonde dans le raisonnement de Jonas. Jonas nous demande de penser sur le temps très très long, c'est son grand apport. Mais si on joue vraiment le jeu, si on regarde l'avenir sur des milliards d'années, que voit-on? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'apocalypse n'est plus une simple possibilité liée à nos actions. C'est qu'une certitude absolue, due à des causes naturelles. C'est-à-dire? Notre Soleil est une étoile, il a un cycle de vie. Dans environ 1 milliard d'années, il va commencer à gonfler, à se transformer en géante rouge. La température à la surface de la Terre va dépasser les 100 degrés. Toute vie sera impossible. C'est inéluctable. C'est une loi de la physique. Donc, dans tous les cas de figure, qu'on soit hyper prudent ou des apprentis sorciers, le destin de l'humanité, si elle reste sur Terre, c'est l'extinction. Ok, donc si la fin est de toute façon certaine à très long terme, ça change complètement la perspective. Le véritable enjeu n'est plus seulement d'éviter de provoquer la fin. Mais de se donner les moyens d'échapper à cette fin programmée. L'impératif moral se renverse. Ce n'est plus « ne faisons rien qui pourrait nous détruire », mais « faisons ce qu'il faut pour ne pas être détruits ». Et le problème de l'heuristique de la peur? C'est qu'elle ne voit que les risques de l'action. Elle est totalement aveugle aux risques, souvent bien plus grands, de l'inaction. On a un biais cognitif pour ça, non? On regrette toujours plus d'avoir fait un truc qui a mal tourné que de n'avoir rien fait et de laisser une catastrophe se produire. C'est un biais très puissant. L'exemple cité dans le livre est tragique et parlant. Haïti, après le tremblement de terre de 2010. Une épidémie de choléra éclate. La solution est simple, connue et usée. Traiter l'eau à la javel. D'accord. Mais une panique s'installe à l'idée d'utiliser un produit chimique, de potentiellement empoisonner la population. C'est le risque de l'action. Et cette peur a retardé la décision. Résultat, 5000 morts du choléra. 5000 morts? Non, pas à cause d'une action, mais d'une inaction dictée par la peur. C'est terrible.
Parce que l'inaction paraît toujours plus sûre, moins engageante. On a l'impression de ne pas faire de mal, alors qu'en fait, on laisse le mal se faire. Du coup, le vrai choix pour notre avenir, ce n'est pas entre le risque et la sécurité. Mais entre deux types de risques. C'est ça, le cœur de l'argument. D'un côté, on a ce que le livre appelle l'option Bartleby. Bartleby, comme le personnage de Melville qui disait toujours « je préférerais ne pas ». Exactement. C'est l'option de la prudence maximale, de la décroissance, du ralentissement. On refuse les risques liés aux nouvelles technologies, on préférerait ne pas. On se replie sur nous-mêmes en espérant que le danger passe tout seul. Voilà. On minimise le risque de créer notre propre apocalypse, mais en faisant ça, on prend un autre risque, qui est gigantesque, celui de la stagnation. On se prive des outils qui nous auraient peut-être permis de nous défendre contre une future menace. Un astéroïde, une pandémie. Pandémie naturelle, oui, ou à l'échéance ultime, la mort de notre Soleil. En gros, on choisit d'être désarmé face à un destin certain. Et donc, la deuxième option, c'est l'inverse, le pari. C'est le pari technologique. Accepter les risques inhérents au progrès, non pas par goût du danger, mais parce que c'est notre seule police d'assurance à long terme. C'est la seule voie qui nous donne une chance, même infime, de survivre. Vu comme ça, le plus bel héritage qu'on puisse laisser aux générations futures. Ce n'est pas une planète intacte sur laquelle elle serait de toute façon condamnée à disparaître, mais ce sont les connaissances et les technologies qui leur donneront peut-être une porte de sortie. En résumé, ce qui ressort de cette analyse, c'est un renversement complet de notre idée de la sagesse. La prudence absolue, qui nous semble être le comble de la raison, pourrait en fait être le choix le plus dangereux. Le risque ultime, ce serait de renoncer à notre capacité à trouver des solutions. De renoncer à survivre, en fait. La pensée finale qui nous est proposée, c'est une invitation à changer notre identité. Bronner suggère d'arrêter de se penser principalement comme des terriens, dont le sort est scellé avec celui de la planète. Il propose de se penser d'abord comme des humains. C'est une redéfinition de notre identité, ça. Notre loyauté première n'est pas à la roche sur laquelle on vit, mais à la conscience que cette roche a, par un hasard extraordinaire, réussi à produire. C'est tout à fait ça. Notre bien le plus précieux, ce qui nous rend uniques, c'est ce qu'il y a entre nos deux oreilles. Le livre le décrit comme l'objet le plus complexe de l'univers. L'impératif moral suprême, ce n'est pas de préserver un caillou, aussi beau soit-il, c'est de préserver cette complexité, cette conscience. Et si un jour, pour la préserver, l'humanité doit quitter son berceau? Grâce à la technologie qu'elle aura eu l'audace de développer, alors ce ne sera pas une trahison. Ce sera l'accomplissement de son projet le plus fondamental. Et cela nous oblige à faire ce que le titre du livre nous invite à faire, réenchanter le risque.